Bonjour tout le monde, c'est Dr Lamri de l'hôpital militaire d'Oran. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter un thème intitulé les tumeurs du Gall. Donc ce sont des tumeurs rares dont le diagnostic est le plus souvent tardif à l'occasion des complications. Les nouvelles méthodes d'imagerie permettent un diagnostic plus précoce et diminuent la mortalité. Donc les tumeurs du Gall, c'est l'ensemble des tumeurs bénignes et malignes développées à partir des différentes couches tuniques du Gall. Elles représentent 1 à 5% des tumeurs gastro-intestinaux. Le diagnostic, comme on a dit, il est le plus souvent tardif suite aux complications. Le diagnostic est difficile d'avoir une preuve histologique le plus souvent. Et la thérapie diffère selon le type de la tumeur, de l'extension locale ou à distance. Un point sur la pathogénie. Donc les tumeurs du Gall sont moins fréquentes que celles du côlon. On a plusieurs hypothèses de pathogénie, comme le transit qui est plus rapide au niveau du Gall et la flore bactérienne qui est moins abondante, un système immunitaire plus riche avec la présence d'une enzyme muqueuse, ce qu'on appelle la benzopyrène hydroxylase qui favorise la carcinogénèse. Les facteurs favorisants du cancer du Gall, on a le poivre rouge, les l'antéro-glucagon, la forte concentration de l'énal en carcinogène d'origine biliaire, certains facteurs génétiques et de l'environnement, et d'autres pathologies comme la maladie cœliaque, l'aspect réfractaire et la maladie de Crohn. Sur l'épidémiologie, la répartition géographique, donc elle est plus élevée, les tumeurs du Gall sont plus élevées dans les pays développés comme l'Amérique du Nord, encore moins au niveau de l'Europe et plus basse au niveau de l'Asie. L'âge moyen donc, varie entre 60 et 70 ans. Le sexe, donc ça touche la femme comme l'homme. On passe au diagnostic positif. Sur le plan clinique, les signes fonctionnels sont rares, donc varient selon la taille, la nature et le siège de la tumeur. Le saignement le plus général il est occulte. Les complications, on peut trouver des complications type occlusion intestinale, suite à un volvulus ou une sténose du Gall, les douleurs intestinales, un ictère obstructif contre la tumeur, elle est pancréatique, duodénale ou un ampulome qui va comprimer les voies biliaires extra-hépatiques, ce qui va donner une dilatation en amont des voies biliaires extra- et intra-hépatiques. Syndrome carcinoïde, avec des flèches, avec des bouffées de chaleur associées à des diarrhées motrices, ça va nous orienter vers les tumeurs carcinoïdes. Les diarrhées suite à une pullulation microbienne sur les sténoses et les fistules entérocoliques. L'examen physique le plus souvent normal, sinon on peut trouver une masse abdominale quand la tumeur elle est volumineuse, on peut se la palper et voir la fixité au plan profond. L'altération de l'état général, donc les signes généraux avec amaigrissement, anorexie, et les signes de complications comme les perforations intestinales et les métastases à distance. Les examens paracliniques, la biologie elle est peu contributive. L'examen clé c'est l'endoscopie digestive qui va nous permettre de visualiser la tumeur à l'œil nu et surtout de faire des biopsies afin d'avoir une preuve histologique. Les différents examens endoscopiques, on a l'hélicoloscopie, la duodénojujunoscopie ou l'entéroscopie poussée. On a une image d'un bombement ou un bourgeon de la papille au niveau de D2. Une papille qui est bourgeonnante et qui ne ramène pas de la bile.
très suspect d'une tumeur ambulaire. L'échoendoscopie donc, qui permet de savoir l'extension pariétale aux organes de voisinage et d'apprécier les adénopathies périlésionnaires. Le transit du grêle est fait en deuxième intention qui va préciser l'extension et les limites des lésions et voir les lésions sténosantes et la modification de la muqueuse avoisinante. Le transit du grêle, donc c'est une exploration radiologique complète du grêle qui va nous permettre de faire le diagnostic et l'extension des tumeurs gréliques. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire des biopsies, donc on ne peut pas avoir un diagnostic histologique. Abdominal, comme le scanner, ça va nous renseigner plus précisément sur la tumeur et avoir plus d'éléments sur cette tumeur, donc avoir un bilan d'extension loco-régionale et même à distance, donc savoir rechercher des métastases à distance. L'IRM parfois il est utile, surtout pour les lésions kystiques et si on a un doute sur le scan. L'artériographie, donc ça va nous renseigner sur l'origine du saignement, si la tumeur se prononce par une hémorragie digestive et savoir les rapports vasculaires de cette tumeur. Les méthodes isotopiques ou les méthodes radioactives pour les tumeurs carcinoïdes. La CPRE ou la cholangiopancréatographie rétrograde, donc qui va distinguer les tumeurs à développement initial biliopancréatique. La laparoscopie ou la chirurgie diagnostique se fait pour les tumeurs distales inaccessibles à l'endoscopie et à l'imagerie. Le diagnostic différentiel des tumeurs du grêle. En premier, on a les tumeurs pseudo-inflammatoires comme la maladie de Crohn. C'est le diagnostic différentiel primordial. Donc, on a presque les mêmes aspects endoscopiques. On peut trouver les mêmes aspects endoscopiques et morphologiques que les tumeurs endoscopiques. Et c'est l'histologie ou l'anapathe qui fait la part des choses. Les polypes fibro-inflammatoires, donc c'est des granulomes sous-muqueux avec eosinophiles. Ça touche la femme comme l'homme. Elle peut être associée fréquemment à la maladie de Crohn, les tumeurs ovariennes, les formes familiales se sont rapportées. Les amartomes, deuxièmement les amartomes, comme définition, ce sont des formations d'allure tumorale malformative non néoplasiques, avec un ensemble d'éléments du tissu normal avec excès d'un ou plusieurs constituants. Les hétérotopies ou les malformations congénitales, donc dominées par le pancréas aberrant, donc on peut trouver un tissu pancréatique sans rapport anatomique ou vasculaire avec le pancréas, donc on peut trouver une localisation d'un tissu pancréatique au niveau duodénal dans 27% des cas, dans 60% au niveau de D2. Les hétérotopies gastriques, donc on peut trouver aussi une muqueuse gastrique au niveau duodénal chez 2% de la population. On va entamer les grandes lignes des tumeurs de l'intestin du grêle, donc grand A, tumeur bénigne, donc ça se voit à tout âge, dont la moyenne varie entre 45 et 55 ans, avec une légère prédominance masculine. La lésion, elle est unique dans 85%, multiple à 15% des cas. Le diagnostic, bien sûr, elle est histologique. Premièrement, les tumeurs épithéliales ou les adénomes, donc c'est les tumeurs bénignes, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente, l'âge varie entre 30 et 60 ans. Ces adénomes peuvent être villeux, tubuleux ou tubulovuleux, et comme elles peuvent entrer dans le cadre d'une polypose adénomateuse familiale. Là, on a une lésion légèrement surélevée donnant un aspect d'un polype sicile, avec une muqueuse légèrement congestive. Les adénomes de Brunner, donc ça se développe à partir des glandes de Brunner
Donc c'est des glandes qui se trouvent au niveau de la sous-muqueuse duodénale. Ça touche généralement l'homme entre 40 et 60 ans. Le diagnostic il est fait suite à une endoscopie complétée par une biopsie avec une anapathe qui est difficile à différencier d'une hyperplasie brunérienne. Là, on a un aspect d'un polype sicile, un petit polype sicile fait d'une muqueuse qui est congestive érythémateuse. Deuxièmement, les tumeurs conjonctivales, les tumeurs du conjonctif. Premièrement, les tumeurs musculaires ou les lyomyome. Donc, c'est des tumeurs qui se développent suite à la couche musculaire du grêle. C'est des tumeurs fréquents. L'âge, en général, il est supérieur à 40 ans. Ça touche l'homme comme la femme. Sur le plan macroscopique, c'est des tumeurs sous-muqueuses ou sous-séreuses à développement intra- ou extraluminaire ou mixte. C'est l'histologie qui confirme le diagnostic suite à des biopsies par voie endoscopique. Le traitement il est en général chirurgical car un risque très élevé de dégénérescence. Les tumeurs nerveuses, donc dominées par les schwannomes, donc suite à une prolifération du plexus d'Auerbach qui se trouve entre les couches musculaires, circulaires et longitudinales, c'est des tumeurs rares avec un potentiel de malignité très élevé. Les neurofibromes, donc ça se développe à partir des gaines nerveuses, ou les ganglioneuromes, ça se développe aux dépens des ganglions sympathiques. Les lipomes, dont l'origine est le tissu adipeux sous-muqueux ou séreux, donc c'est 14% des tumeurs bénignes du grêle. Ça touche généralement l'homme entre 60 et 70 ans. Sur le plan endoscopique, on peut trouver une formation sicile lenticulaire, discoïde ou pédiculée qui est molle de coloration jaune chamois. C'est l'histologie qui fait la part des choses qui va trouver des cellules ou des adépocytes adultes entourés d'une capsule fibreuse. Le traitement il est rarement chirurgical, sauf en cas de complications, car elle ne dégénère jamais. Voilà un aspect endoscopique d'un lipome du grêle, donc un aspect bombé de la muqueuse, un aspect bombé, donc une masse qui est bien limitée, bombée, de couleur jaunâtre et mou sur la pince. Les tumeurs vasculaires, donc dominées par les hémangiomes, donc l'origine est suite aux proliférations des vaisseaux de la sous-muqueuse grélique. Donc la clinique elle est dominée généralement par des hémorragies digestives, parfois sévères, ainsi qu'une anémie. Sur le plan endoscopique, on a des formations polypoïdes souvent siciles de consistance moins ferme de coloration bleutée. Le diagnostic il est fait, comme on a dit, endoscopiquement et confirmé par l'histologie. Donc on va trouver des hémangiomes donc de type capillaire, caverneux ou mixte. Le traitement se fait par voie endoscopique ou à savoir une polypectomie endoscopique. Les télangiectasies ou les angiodysplasies focales, donc elles peuvent être héréditaires ou acquises. On a trois types. Le type 1 se voit chez les sujets âgés, ça touche généralement le côlon. Le type 2 qui est congénital, qui touche les sujets plus jeunes avec de gros varices au niveau de l'intestin grêle. Le type 3 ou le syndrome de Weber-Rendu-Osler, donc c'est la forme héréditaire. Les tumeurs bénignes lymphoïdes, donc dominées par les hyperplasies lymphoïdes nodulaires, ce sont des tumeurs très rares. Le siège est souvent le bulbe ou diffus, atteignant tout le duodénum. Deuxième chapitre, grand B, les tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs rares. Ça représente 1% des tumeurs digestives, soit 0,2% des tumeurs malignes. Les lésions précancéreuses
ce sont les adénomes villeux, les léomyome et les schwannomes. La clinique, comme toute tumeur maligne, on a une altération de l'état général. Le diagnostic il est histologique avec des formes infiltrantes, ulcérées ou bourgeonnantes. L'adénocarcinome, donc ça touche généralement l'homme entre 60 et 70 ans, avec plusieurs facteurs de risque comme la PAF, la polypose adénomatoseuse familiale, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, les adénomes bénins à grand potentiel malin, l'alcool, le tabac. La clinique, comme toute tumeur maligne, donc dominée par la douleur abdominale, voire masse abdominale et altération de l'état général. L'endoscopie, on peut trouver différentes formes, des formes infiltrantes, ulcéreuses, bourgeonnantes, et le diagnostic il est histologique. Généralement, les adénocarcinomes du gaz sont bien différenciés dans 90% des cas. Là, on a à gauche une image d'une lésion d'un processus tumoral grélique, donc un processus ulcéro-bourgeonnant circonférentiel qui est sténosant. À droite, une lésion bourgeonnante hémicirconférentielle avec saignement en nappe hémorragique, donc un processus qui est hémorragique. Les tumeurs stromales, ce sont les tumeurs des conjonctives les plus fréquentes du tube digestif. Ce sont les tumeurs à cellules conjonctives fusiformes du tube digestif exprimant à leur surface la protéine C-KIT. L'aspect macroscopique évocateur, donc ce sont des masses pseudo-encapsulées, fermes, arrondies à limite nette, généralement entre 1 et 10 cm, de couleur blanchâtre avec des foyers nécrotiques plus ou moins hémorragiques. Sur le plan endoscopique, donc ce sont des lésions ou des masses bien limitées, arrondies, souvent recouvertes d'une muqueuse saine. Rarement, on peut trouver des ulcérations en surface. La clinique elle est peu spécifique. Le siège dans deux tiers des cas au niveau de l'estomac, 25% des cas au niveau de l'intestin grêle. Le diagnostic il est histologique avec prolifération cellulaire fusiforme et ou épithéloïde exprimant en immunomarquage de C-KIT. Donc les critères de malignité des tumeurs stromales, donc selon la taille et l'index méthodique. Le traitement, l'exérèse chirurgicale complète de la tumeur généralement. Les léomyosarcomes donc se voient chez les sujets avec un âge entre 40 et 50 ans. La lésion précancéreuse, c'est les léomyome. L'histologie, donc le diagnostic positif se fait sur l'histologie, donc c'est des léomyome à limite imprécise. Le traitement chirurgical efficace et diagnostique et les précoces. Les autres sarcomes qui sont plus rares, comme le fibrosarcome, les neurofibrosarcomes, les angiosarcomes, les schwannomes malins et autres. Les lymphomes, donc le lymphome c'est la deuxième tumeur maligne du grêle. Le siège généralement gastro-intestinal. Les facteurs favorisants généralement c'est la maladie cœliaque et le VIH. Sur le plan macroscopique, on peut trouver différentes formes endoscopiques, infiltrantes, acroplies, polypoïdes, ulcérations. Sur le plan microscopique, donc on peut trouver soit un lymphome primaire ou secondaire. Le traitement, c'est soit la chirurgie, soit la chimiothérapie. Là, on a différents aspects endoscopiques des lymphomes intestinaux. Donc, on a les aspects infiltrés, érythémateuses, les ulcérations ou les petites ulcérations avec des gros plis. Là, ça nous oriente vers les lymphomes à bas grade. Contrairement aux lymphomes à haut grade, on peut trouver des aspects ulcérés avec des ulcères plus profonds et plus larges. Les tumeurs carcinoïdes, c'est des tumeurs très rares, moins de 2% de la population. Ce sont des tumeurs endocriniennes bien différenciées qui sécrètent certaines hormones. La clinique syndrome endocrinien, elle est rare.
Le diagnostic il est biologique avec dosage de la sérotonine et des dérivés des 5-IA. Le diagnostic il est fait, comme on a dit, sur la biologie et complété par la morphologie pour voir l'extension et le siège de la tumeur. Le pronostic il est corrélé à la taille de la tumeur et à l'existence de métastases à distance. Les tumeurs malignes secondaires, donc par dissémination hématogène directe ou péritonéale, l'exemple des mélanomes malins, dont les lésions sont multiples de taille variable, l'aspect polypoïde sessile, pigmenté ou amélanique. Autre processus ou des cancers primitifs qui peuvent donner des localisations secondaires au niveau du GAL, comme le sein, comme les tumeurs malignes du sein, thyroïde, utérus, rein, poumon et les ovaires. En conclusion, donc, malgré la rareté des tumeurs du GAL et le manque de symptomatologie spécifique, les moyens actuels permettent un diagnostic plus précoce. Ne pas hésiter à demander des explorations devant des symptômes banaux comme la douleur abdominale chronique ou des anémies chroniques. L'exérèse des tumeurs du GAL s'impose en raison du risque élevé de dégénérescence maligne concernant les tumeurs du GAL bénignes. Leur pronostic reste sombre. Et je vous remercie.